réalité, on a du mal à voir et à percevoir la stratégie des assises et surtout son positionnement dans le débat politique actuel, même si vous avez dit que vous êtes contre les élections, mais ça tout le monde l'a dit, même si vous dites aussi que vous voyez en Moukoko celui qui peut apporter une solution par rapport à la stratégie, ça vous l'avez dit, mais en fin de compte, vous allez demander 2 ou 3 Congolais ici au sein de la diaspora qui les militants sur les des assises, c'est quoi hein? Bon, en tout cas, merci de me poser cette question. Je crois que les assises existent depuis quasiment 2 ans. Donc ça fait déjà un certain temps. Et notre volonté était de rassembler. Était. Et toujours. Ah ben. Et toujours. Parce que là, je veux que nous avions démarré. Oui, bon. Donc notre volonté est toujours, merci de la remarque, de rassembler les Congolais, que ce soit des individualités, des associations, des partis, des amis du Congo, autour d'un objectif qui est simple, celui de restaurer l'état de droit au Congo et ensuite de faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, quand nous nous sommes retrouvés, effectivement, nous avons sorti pas mal de textes, un plaidoyer, nous avons diffusé des idées et nous avons également fait en sorte que les amis de Brazzaville viennent. Et c'est peut-être, beaucoup de gens ne savent pas, à partir des assises que sont nés le FROCA et l'IDC. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les assises, c'est sa base qui est transgénérationnelle. Il y a tous les âges qui sont là, avec par exemple notre président d'honneur, M. Satou, Victor Satou, qui était gouverneur, le ministre Ota, M. Twanga, les membres d'honneur, et nous avons des jeunes avec nous, nous avons des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté des assises, c'est beaucoup plus de se contenir sur des intérêts généraux que sur des intérêts particuliers. Il est certain que pendant tous les débats, nous ne sommes pas un parti d'opposition, mais il y avait un peu tout le monde. Donc je me suis retrouvé pendant les assises avec il y avait 3 visions. Je voulais faire un peu cette synthèse de cette vision. Il y en a qui pensaient qu'il fallait un parti de résistance, de résistance populaire, pacifique ou pas, peu importe. Il y avait cette vision. Il y avait également une vision qui, dès le début, disait non, il nous faut l'alternance démocratique. Donc, en pensant qu'on irait aux élections pour arriver à cette alternance démocratique, parce que dès le début, nous disions que nous ne voulions pas qu'il y ait le changement de la Constitution, qu'il y ait ce référendum qui a été fait, et on pensait que ce canevas, pour certains, serait bien. Il y en avait qui pensaient également qu'il fallait une véritable transition, telle qu'on en a un peu discuté. Donc, j'ai voulu faire la synthèse. Et effectivement, il y a eu une crise parce qu'ici, nous sommes un embryon de ce qui se passe au Congo. Donc, quand il y a eu le 27 septembre 2015, il y avait vraiment quelque chose de très beau, l'engouement de tout. Et il y a eu un autre événement important, 2 autres événements importants. Le 20 octobre 2015, alors, quand il y a eu des morts, il y a eu des manifestations à Bakongo, à Makelekele, mais pas dans les quartiers nord, il y a eu beaucoup de substitutions. Et cela également entaché les assises, il faut le dire. Et il y a une chose aussi qui était extraordinaire. Quand nous, avec d'autres forces vives, nous avons décidé le 25 octobre de faire une grande marche à Paris, vous étiez là, je vous avais vu. Alors, je crois que nous, on ne s'y attendait pas quand la préfecture nous a dit, vous serez combien? D'ordinaire, on est 200. On s'est dit, on sera 300. Et on a été plus de 3000. À partir de ce moment, ça a éveillé beaucoup de convoitises, de soupçons et autres. Et c'est là où les gens ont voulu poignarder les assises, je dois le dire. Et à partir de ce moment, certains, je comprends aisément cela, m'ont fait le reproche, ils ont raison de dire que moi j'étais un non-violent et qu'il fallait beaucoup plus entrer dans une résistance même fougueuse. Bon, et des mouvements se sont créés par-ci, par-là. Et il y a eu ces dispersions des forces qui sont là. Mais malgré tout, ce qui me plaît justement dans ce qui se passe au Congo, parce qu'en gros, certains disaient, voilà, les gens du Nord, là, ceux-là, ils sont avec Sassou, ils se sont pas... Et maintenant, avec ce qui se passe au Congo, avec la période, avec ce qui se passe avec le général Mokoko, alors on voit que le problème, ce n'est pas un problème de Nord et de Sud. C'est un problème du Congo tout entier.
Et je crois que c'est ça qui va faire bénéficier les assises. Et c'est ça qui fait que maintenant, beaucoup de gens viennent, de plus en plus, des nouvelles personnes. Et je suis même content qu'il y ait surtout cette nouvelle diaspora qui arrive. D'ailleurs, nous allons nous retrouver d'ici peu. Nous avons des actions qui vont être faites dans peu de temps et nous allons inciter. Le problème que nous avons eu, parce qu'il y a des difficultés, il faut le reconnaître, d'autant plus que on n'avait pas assez de moyens. Maintenant, nous réfléchissons sur la façon. Mais il y a une force, parce que les assises, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas Paris. C'est disséminé même partout dans le monde. Et je crois que l'une des forces des assises, je dois le dire, c'est les assises qui sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, je peux dire que si, malgré les fonds énormes qui ont été dépensés par le pouvoir en matière de lobbying aux États-Unis, mais les assises aux États-Unis ont réussi à transformer la vision des États-Unis sur notre pays. Médel Baouna, alors, vous qui étiez en train de vous poser des questions sur les assises, vous doutiez de l'efficacité des assises, je pense que maintenant vous avez pris de la graine et que vous pouvez accorder un crédit plus important aux assises, d'autant plus que le discours de Jean-Luc Maleka vous a donné des éléments pour bien comprendre son action. Oui, récemment nous avons débattu ici, je crois que d'un sujet. C'est quoi le plus important dans la vie, l'intention ou le résultat, l'intention ou l'action? Je salue l'intention, mais est-ce que le résultat est-il au rendez-vous? C'est ça le problème. Mais je crois, mais pour parler des assises nationales, je crois, du Congo, ici en France, je crois qu'elles ne reflètent aussi que la réalité politique du Congo. C'est-à-dire la réalité politique du Congo, c'est-à-dire chacun est dans son coin. C'est-à-dire la classe politique congolaise est un archipel d'intérêts, d'îles sonnantes, comme disait Molière. Vous voyez? C'est-à-dire un archipel d'intérêts. À Paris, en France, ici, il n'y a pas que des assises. Il y a trop de groupuscules. Mais là, nous parlons des assises. Les amis de... Les assises déjà regroupent aussi. Oui, mais le message ne peut être que brouillé dans la mesure où il y a pléthore. Oui, parce que tous ces hommes politiques sont incapables de se réunir en une seule, comment dirais-je, structure pour porter le message haut. Chacun le fait dans son coin. Chacun le fait ici. Et cela ne reflète que justement la réalité, la sociologie politique locale. Ici. Donc, si l'intention est louable, l'efficacité n'est pas là. L'efficacité ne peut pas être au rendez-vous parce que justement, voilà, ils ne sont pas réunis. Et par ailleurs, d'ailleurs, c'est là où je vais vous étonner, moi je me méfie toujours des hommes politiques de l'étranger, des Cassandres politiques de l'étranger et qui rentrent au Congo. Pour moi, la politique, c'est sur le terrain qu'il faut la faire. À l'étranger, ça peut être seulement des réflexions et puis on donne. La politique, c'est sur place. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma vie. Vous avez écouté Jean-Luc Maleka, déjà par rapport à la présentation des assises. Vous posez aussi la question à quoi servaient les assises. Vous avez bien compris déjà réunir les Congolais avec une action assez efficace. Comment l'appréciez-vous déjà? L'intention, je reste toujours sur l'intention. On se rend compte que le ministre est dans une très bonne volonté. Et ce que je constate, c'est que le ministre a dit ici, à la conférence nationale, on a autopsié le mono. J'ai l'impression aussi qu'on continue toujours d'autopsier maintenant. Il faut, moi je crois que les assises doivent sortir de l'autopsie. Il faut quand même d'abord commencer par enterrer et se dire... le mort. Voilà. Parce qu'il y a plein de morts qui sont derrière, qui attendent l'autopsie. Et je n'ai pas entendu que le ministre nous aborde la question de l'autopsie de l'économie, l'autopsie de la culture. Je n'ai pas entendu... De la santé, de l'éducation nationale. De l'éducation. Ça, c'est professionnel. Le chômage chronique. Ça a déjà été fait. L'autopsie, ça a été fait. Donc c'est bon. Donc là, il faut l'enterrer maintenant. Maintenant, au deuxième... Après, vous savez, quand on réunit plusieurs partis, c'est-à-dire que groupuscules, associations et tout le reste, individualité. Monsieur le ministre, je pense que le message est beaucoup plus fort. Il y a une chose qu'il faut d'abord commencer par définir, c'est la définition d'objectif. Parce que après, quand on vient adhérer à cette association de groupes où c'est pour tout sauf Sassou, donc on se regroupe, mais par contre on ne pense pas moins chacun de nous à son objectif, ou on se dit, on définit l'objectif. Ce que vous avez là, quand je vous entends, l'intention louable, la volonté, vraiment, on a l'impression qu'on est donc vraiment dans la cité d'Éden. Donc là, ok, merci. Le Seigneur va juste tout simplement nous endormir pendant quelques jours et puis nous ramener Ève. Mais la question que je me pose, monsieur le ministre, il n'y a pas aux assises un objectif défini, clair, honnête. Où allons-nous?
comment y aller? Comment on fait? Avec qui aller? Si tu viens avec moi, mais voilà mon chemin. Il faut être, en fait, celui qui montre, en fait, qui trace un chemin. Est-ce que les assises ont tracé le chemin? Si oui, je n'en vois pas pourquoi. Parce que sur la place de Paris, on se rend compte que tous les jours, on a l'impression qu'il y a des réunions politiques. Des réunions politiques, des présidents qui naissent. Et après, des gens qui sortent toujours. Nous étions des assises, nous sommes sortis des assises. D'où la naissance en même temps de la CNRT. Et d'autres. Et d'autres. Donc je cite au moins ça. Parce que là, vous avez nommé. Pourquoi je les cite? Parce que là, on se rend bien compte qu'il y a cette notion avant dans les assises. Et il y a la notion de la résistance. Est-ce qu'on a défini la notion de la résistance? Et c'est là la question. Donc, à ce moment, donnons du crédit à ceux qui sont sur place. Et je rejoindrai Bédel qui pense aussi, comme Boao, oui, qui pense que la politique se fait là-bas. Sur place. Voilà. Vous avez entendu ces réquisitoires de Jean-Luc Maleka. Bon, je ne suis pas totalement d'accord. D'abord, je ne suis pas contre qu'il y ait d'autres organisations qui naissent. C'est la vie démocratique. C'est la vie démocratique, il faut que les choses, que ça vive. Mais ils sont tous des assises, c'est quand même. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils viennent toujours aux assises. D'accord. Mais certains qui sont, ils disent non, nous n'avons pas quitté les assises. Oui. Nous sommes toujours aux assises. Ils viennent aux assises. Et vous? Donc, et nous, ça nous fait plaisir aussi de savoir que vraiment, ils sont là, ils sont allés là-bas. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, il fallait un peu harmoniser tout ça. C'était pas toujours aisé, ça il faut le dire. Hein? Mais je sais qu'avec la nouvelle donne, nous allons nous retrouver encore. Alors, les autopsies, on parlait des autopsies. Bon, des autopsies. L'autopsie de Sassou, ça on le sait. Bon, je crois qu'il y a une chose qui est intéressante. Oh là, je peux vous dire. Oh, si. Nous sommes sur le livre blanc. Et je crois qu'en matière économique, en matière sociale, nous avons beaucoup de propositions que nous avons déjà rédigées, que nous avons produites, et même dans le discours que nous avons fait. Mais il faudra que vous reçoiviez ici. Il n'y a pas de problème. Moi j'aurais souhaité, parce que comme nous sommes là, tout à l'heure, on a dit que la situation économique n'est pas grave, c'est comme avant. Non. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que la situation économique n'était pas grave. Non, je vous ai dit qu'elle est plus grave que ce qu'on n'a jamais eu, même plus que 91. Et moi, je vous dirais, et pour prolonger même votre propos, je vous dirais que la vie est plus chère à Brazzaville qu'à Paris. Mais moi, je voudrais vous donner même des chiffres, si vous voulez, si vous le permettez. Allez-y, prenons même le budget de cette année, 2016, que le pouvoir a essayé de faire. Ils ont arrêté le budget en ressources et en charges à un peu plus de 3700 milliards de francs CFA. 3500 aussi, non, 3600. Non, exactement 3776 milliards. Bon. Donc j'ai vu la loi de finances telle qu'elle est. Mais quand vous la regardez, vous verrez que moi j'étais à la direction générale des impôts, j'étais directeur général des impôts. Donc j'ai vu que parler en matière d'impôts et de douanes de plus de 1000 milliards pour cette année, alors que vous sachez qu'une bonne partie venait de la sous-traitance pétrolière, alors que tout s'écroule, c'est trop surestimé. En matière de recettes pétrolières, le budget était conçu sur une base de 42,5 $ le baril, avec 95,7 millions de barils, ce qui est quasiment... Ce qui ne sera pas atteint par rapport à ça. Hein. Ils ont été assez courageux de dire que voilà, on aura à peu près 750 milliards. Mais ce ne sera même pas ce montant, ce sera beaucoup plus bas. Sachez qu'avec une production de 92 millions de barils qu'on avait avant, et avec un taux de 110 $ le baril, et compte tenu de la quote-part de l'État, nous avions... bon an, mal an, ces dernières années, 3 000 milliards, minimum. Nous allons tomber à moins de 500 milliards. De recettes pétrolières qu'il faut préciser. Mais bien sûr, bien sûr. Et quand on dit par exemple que voilà les recettes externes qu'on va avoir peut-être pour 340 milliards, alors qu'on sait qu'avec tout le taux d'endettement aujourd'hui, nous sommes à 56% du taux d'endettement par rapport à la PIB. Du PIB. Et on nous dit encore, voilà, pour 378 milliards, nous allons émettre des bons de trésor, ce qu'on n'a quasiment jamais fait. Et il y a des choses très très graves. On peut se poser des questions. Quid et donc, de ce qu'on avait mis
le compte que nous avait promis pour les générations futures. Et donc là, les assises, les assises ont proposé. Est-ce que les assises ont proposé un plan, un éventuel plan? Non, et je termine tout simplement. Mais moi, je ne l'ai pas lu. Non, c'est du concret. Je ne l'ai pas lu. Je vous dis. Mais l'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est la publicité aussi. J'étais sur la loi de finances de cette année. Si vous regardez la loi de finances, elle se focalise sur les économies de rente. Uniquement pétrole, en grande partie nous avons vu, et le bois. Et le bois, on ne fait que refaire alors que vraiment le rendement est faible. Mais dans l'assiette imposable, vous avez vraiment des sources, des mines. Ne serait-ce que vous qui parlez des maisons à 3 millions, voilà, ne serait-ce que les plus-values immobilières. Nous avons un article 63 terre sur la taxation des plus-values immobilières. Jamais appliqué. Aucun impôt. Voilà des sources de canevas. Mais je dirais ça, c'est rien. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans les problèmes, par exemple la déclaration de... Non, nous sommes sur ce qui se passe au Portugal et au Brésil. Notamment sur ce qui est passé à Asperbras. Un puits de forage chez nous, c'est 80 millions de francs CFA. Ailleurs, c'est 2 millions. On a 4 000 milliards. Donc, il y a eu vraiment un blanchiment d'argent. On en parle énormément. On peut avoir tout ce qui est la déclaration de Berne, sur tout ce qui est la fiscalité du raffinage, sur le brut, on peut citer tout un canevas de la corruption généralisée qui existe dans notre pays. On devrait faire des audits. Et c'est possible. Et nous, les assises, nous sommes en plein dans ces documents. Et nous pourrons produire pour qu'on voit que vraiment, il y a une hémorragie financière qui se fait. Et qu'il y a la chance, justement, de ce dialogue où nous aurons à faire, qui pourront nous permettre de dire que oui, voilà, nous pouvons trouver des solutions pour faire fi à cette grave crise qui est là. Mais pourquoi ne fourniriez-vous pas ces fiches à un candidat que vous allez soutenir? Voilà, pourquoi ne vous fournirez pas? Enfin, mais un autre économiste aussi vous dira autre chose, hein. Donc voilà, c'est pas ce que vient de dire Maleka Jean-Luc. Enfin, on ne prend pas pour argent comptant. Donc un autre expert aussi viendra nous dire autre chose avec ses nuances, et notre aussi ainsi de suite. Maintenant, voilà, oui, tout à fait. Alors, mais déjà c'est... Arsène, quand tu voulais dire quelque chose rapidement par rapport à ça, ou bien vous êtes convaincu, comme ça on peut avancer. On peut avancer. Donc voilà, Jolie Malika, vous avez pu faire taire Arsène Poitier, puisqu'on a pu dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez. Alors, il faut quand même dire une chose aujourd'hui, l'image des assises est quand même brouillée, parce que les différentes séparations dont on parle, qui créent des groupes de résistants, tout ce qu'on voit, mais aussi au sein de la diaspora, parce que quelle est la stratégie des assises pour que la diaspora puisse non seulement la connaître, mais aussi se saisir des questions que vous évoquez aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas, en fait, je dirais peut-être une vulgarisation de ce que vous faites par rapport à l'ensemble des hommes et des femmes de notre diaspora sur le travail qu'elle est, puisque je dis que votre organisation est née ici, au sein de la diaspora, ici en France. Oui, je dois dire, vous avez raison, nous avons vraiment une faiblesse en matière de communication. Et je vous remercie de m'avoir invité, et je crois que nous allons tout faire pour que nous soyons beaucoup plus visibles. Nous avons eu des difficultés en matière de financement, comme je l'ai dit, et je crois que ce qui est extraordinaire, il faut dire que parce que ça non, des mythes. Et je vais vous dire une chose, chaque jour, chaque réunion, tous les Congolais cotisent. Et je vais vous dire une chose extraordinaire. C'est Franck Kondo qui était chargé de relever. Oui, c'est Franck Kondo qui relevait tout. Voilà, tous les... Oui. Et je vais vous dire une chose. Pour la première manifestation que nous avons eue dans la grande salle que nous avons louée, pour que ce soit grandiose, plus de 4 000 €. Mais c'était tous les membres des assises qui ont cotisé. On n'a pas eu d'argent extérieur. Pour une fois, les Congolais, on n'a pas quelqu'un qui vient qui dit tiens, moi j'apporte mes sous, tout ça. Non, nous tous, nous participions. Mais il y a un volet dans lequel nous sommes en train de nous engager, deux d'ailleurs. Le premier, nous avons remarqué qu'il y a des cadres très compétents, des Congolais, très très compétents, qui ont réussi en France et dans d'autres pays. Et cette fois-ci, nous sommes en train de les attirer avec nous. Ils viennent maintenant aux assises. Deuxièmement, nous avons les jeunes qui sont nés ici, qui n'ont pas été au pays,
qui veulent connaître ce qui se passe. Ceux-là également, nous les attirons. Nous pensons qu'eux, ils peuvent nous donner vraiment un tonus, une qualité énorme pour aller de l'avant. Parce que nous ne devons pas toujours être là à se bagarrer sur tel problème ou tel autre. Nous devons avoir des propositions, faire en sorte que demain, les Congolais sachent que nous pouvons le relever. Et moi, je crois sincèrement, ayant vu la qualité des Congolais, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, je suis persuadé que c'est de la qualité de ces Congolais de l'extérieur qui vont faire en sorte que le Congo se lève. Et j'en suis totalement convaincu. Voilà, Bédel Oruna, vous avez écouté l'autopsie, vous avez suivi l'autopsie des assises. Bon, finalement, je pense qu'on peut laisser les assises continuer leur travail, puisque... Oui, si ça leur plaît. Enfin, si c'est leur... Disons, s'ils auront toujours quelque chose à dire. Voilà. Mais je voulais dire à monsieur le ministre, quand il dit que non, il y a des gens qui viennent, même ceux qui sont nés ici, mais c'est pas parce qu'un Congolais est né ici qu'il est forcément de l'opposition. Il peut aussi être du pouvoir. Donc voilà, donc ce ne sont pas tous... Il faut bien préciser, oui, pour certaines qui partagent nos opinions, parce qu'il faut dire que les assises sont bien classées à l'opposition. Donc, non, c'est pas ce que j'ai dit. Forcément. Non, les assises ne font pas partie de l'opposition. Enfin, classées. Donc c'est comme les associations classées. Hein? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a des gens du pouvoir. C'est pas un parti politique. Mais j'ai pas dit que les assises étaient un parti. Les assises peuvent avoir le statut d'un club de réflexion, d'un moyen de pression, ou bien voilà, d'un lobby. Voilà, tous les courants. Voilà. Mais la tendance qui est majoritaire, c'est celle de l'opposition au pouvoir du Congo-Brazzaville. Oui, mais nous avons des gens qui sont dans le PCT, qui n'approuvent pas ce qui se passe dans le PCT, et qui sont également aux assises. Ça sont les gens qui ne profitent pas de la secte PCT, enfin du moins du PCT. Oui. Voilà, donc c'est normal. Voilà. Tout à fait. Arsène Poitier, par rapport à cette autopsie, dans l'autopsie, la question est que... Dans les assises vont bien. Non, pas du tout. Parce que là, on vient de se rendre compte que les assises, il y a tout. Il faut toujours faire attention lorsque dans un sac, il y a tout. Il y a tout. Parce que lorsqu'il y a tout, il n'y a rien. En fait, dans le tout, non, il n'y a rien. Parce qu'on ne peut rien prendre. Parce qu'il y a tout. Pourquoi? Je donne un exemple. Donc, le ministre dit, il y a des gens de PCT qui sont là, d'accord, il arrive, il vient avec son idéologie de PCT, d'accord. Il y a les résistants qui sont là, qui vous disent, monsieur le ministre, il faut prendre des armes. Il y a les combattants qui sont là, qui arrivent. Il y a les pacifistes qui disent, coucou, non, il faut parler. Et encore, il y a d'autres qui disent qu'il faut une révolution. Donc il y a déjà le flou et le tout dans la notion de la révolution. Dans la révolution, qu'est-ce qu'on entend? Chacun vient avec sa définition de la révolution. Donc nous ne savons pas exactement que ce qui est mis dans le tout, d'où le déficit de communication. C'est-à-dire que votre déficit de communication n'émane pas du flou de moyens, mais plutôt du flou du discours. C'est-à-dire qu'il y a on est dans ce pays où on nous a dit que lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc après, est-ce que je ne ramènerai pas ce loup dans les assises pour aller voir qu'est-ce qui est flou, pour trouver bien le loup? Mais qu'est-ce qui est le loup? Qui est le loup? Moi, je crois que la première chose, c'est que la direction, et je ne donnerai pas de conseils parce que je ne suis pas politique. Vous pouvez donner des conseils. C'est un homme ouvert. Je pense que dans l'équipe dirigeante des assises, c'est d'abord de définir un cap, de clarifier le message, de définir aussi la finalité. Est-ce que c'est de la démocratie ou tout simplement de la résistance et puis demain matin on s'arrête? Voilà. Alors, on va terminer cet entretien avant que on donne la parole à Bédel Oruna pour nous faire un peu cette chronique littéraire par rapport au livre qu'il a sur lui. Jean-Luc Ménégal, très souvent dans les assises, on parle des assises, mais on parle souvent de vous, de votre personnalité. Certains vous trouvent un peu, je dirais pas mot de genou, mais sans vraiment une hargne, un vent en guerre, ce qui fait que d'autres sont déçus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'attitude qui est la vôtre, votre personnalité, convient effectivement à ce type de mouvement et surtout quand on lit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Bon, je pense que je ne peux pas changer mon attitude en tant que telle. Hein? À mon âge, ce serait quand même difficile. mais quand même, j'ai l'expérience de mon pays. Oui. J'ai l'expérience de notre pays, du Congo. J'ai travaillé longtemps dans notre pays. Et j'ai pu voir combien, quand les gens étaient hargneux, et vraiment, on avait du mal à travailler. Mais je pense que quand on essaie d'écouter, on essaie d'avoir une attitude
correct envers qui que ce soit, du respect de l'homme, du respect de la vie, on peut aller loin. Moi, je suis caractérisé par le respect prééminent, la dignité prééminente de l'être humain. Et c'est ce qui fait peut-être votre particularité. Ma particularité, que certains peut-être ne veulent pas voir, mais je dois dire que dans ma carrière, peut-être que cet aspect des choses a permis de résoudre pas mal de problèmes. Pendant la période de la transition, les gens ne savent pas que c'était très difficile. Mais je crois que mon caractère, dans certains cas, a pu apporter des solutions, a pu faire en sorte que nous puissions résolver beaucoup de choses. Par exemple, personne ne sait qu'on avait eu pour la première fois au Congo les comptes de la République qui soient totalement bloqués. On n'a jamais eu ça. Il a fallu que je trouve une solution, on a eu la main levée. À partir de cela, j'ai réussi à faire en sorte qu'on puisse faire venir le Premier ministre auprès des États-Unis, le président Bush père. C'est moi qui m'étais occupé de ce dossier. À un moment donné, quand il y a eu les pétroliers qui ont créé des tas de difficultés dans notre pays, parce que nous étions incompris, moi je suis allé voir les pétroliers. Et je peux vous dire que je suis parmi les gens qui ont signé pour ça. Et ça a calmé les pétroliers. Parce qu'il n'y avait pas d'écoute en tant que tel. Mais quand nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes écoutés. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un phénomène qui s'est déroulé à un moment donné où il y avait des fortes tensions. Mon caractère, peut-être, a fait en sorte que certains ont compris qu'il fallait ne pas aller à l'excès. Et finalement, ça nous a évité bien des chaos. J'assume, mais je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et je regrette pour ceux qui n'apprécient pas peut-être mon caractère qui n'est pas fougueux. Voilà. Celui qui a un caractère fougueux dans la littérature, c'est Bédiel Baouna, qui va nous dire qu'est-ce qu'il a dans sa besace, Bédiel Baouna. Oui, cher sire. Alors, je n'ai que deux petits livres, enfin deux livres, un petit. Deux livres, un petit et voilà, un alors, pas trop petit. Là, il y a un ancien ministre aussi, des Comores, qui est prof d'université, philosophe, en l'occurrence Jafar Madi. Il a écrit, il a pondu un petit essai, donc paru la semaine passée chez l'Harmattan, violence sociale et désordre politique, en fait. Alors, donc sa réflexion, il part du constat des Comores pour le généraliser, en fait. Donc, mais sa méthode est très rigoureuse. Donc, il constate, il analyse et puis il prescrit. Donc, et c'est un livre en tout cas que je recommande, voilà, voilà. En tout cas, et il pose une question majeure en Afrique d'ailleurs. Il dit que nos sociétés africaines sont vouées à l'échec, sont vouées à la dislocation tant qu'on ne s'occupera pas des jeunes. Parce qu'aux Comores, toute rencontre sportive est l'occasion de violentes bagarres. Donc il dit, s'il y a bagarre, le problème est simple, c'est que le constat, il analyse, c'est parce que ces jeunes sont désœuvrés. Donc voilà. Donc en tout cas c'était un beau petit livre. Bon, malgré ce déluge de citations, de références philosophiques, Thomas Hobbes, Machiavel, Amical Cabral, Lumumba. Donc voilà, ça prend un peu plus de place au détriment justement de la réflexion personnelle. Et puis voilà, le livre de poèmes de l'ami Thierry Sinda dont je vous avais parlé, qui est le fils de Martial Sinda, le premier poète congolais. On en avait parlé d'ailleurs ici. Voilà, la Saint-Valentin est passée certes, mais il y a ces poèmes d'amour qui sont là. Voilà, Je t'aime par exemple de Francine Ranavo. Et puis voilà, c'est un peu lourd à lire, mais je crois que oui, lourd à lire et à porter. En tout cas, ce recueil de poèmes pour ceux qui sont amoureux. Ceux qui adorent, voilà, envoyer, adresser des poèmes à leur, voilà, pas partenaire, à leur chérie, à leur moitié. En tout cas, ils y trouveront. Il y a même un hommage à l'ami Léopold Congo Mbemba, disparu récemment. En tout cas, un poète congolais, voilà, hélas, parti trop tôt. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, ça s'appelle Ontologie des poèmes d'amour des Afriques. Et d'ailleurs de Thierry Sinda aux éditions Orphi. Voilà, à lire absolument. Voilà, merci Bédiel Baouna, Jean-Luc Maleka, on a fini cet entretien. Merci déjà beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie vraiment d'avoir pu me mettre à Ziana TV. Et j'encourage tous les auditeurs de regarder Ziana TV. Voilà.
Arsène Poitiers, merci. Merci. Bédel Baouna, encore merci. De rien, Sir, à très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Question d'actu. Notre invité était donc l'ancien ministre congolais des Finances, M. Jean-Luc Maleka, qui coordonne actuellement les Assises nationales du Congo, avec lequel nous avons passé ce temps afin de parler de notre pays et surtout de bien comprendre quelle était la démarche et surtout l'idéologie que véhiculent aujourd'hui les Assises, puisque cela fait partie des organisations politiques qui aujourd'hui accompagnent notre pays. Merci à Nokoku Mongakoso pour les images, merci à vous de plus en plus nombreux à nous suivre, vous qui nous accompagnez du côté d'Aulnay-sous-Bois, merci surtout aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui portent ce projet. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà.